bonjour et bon retour parmi nous dans ce 43e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve en ce dimanche avec Greg Dyser. Bonjour Hello à Greg. tous, salut Pierre, salut Riep, comment ça va? Et bah ça va très bien puisque aujourd'hui on accueille Marie qui va venir avec nous Bonjour, donc bonjour. dans Hello cette Marie. aventure vers le futur ou vers le passé, à vous de choisir. Pour parler donc du film du Visiteur du futur, le retour de la SF française, c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Un film qui est donc basé sur une web série qui a déjà quoi, presque 15 ans, une quinzaine d'années, c'est ça Greg? Oui, alors j'ai pas les dates en tête, mais c'est vrai que moi ça remonte Je à crois que c'est loin. 2008 il me semble. Ouais, je suis cette série depuis quasiment le début. En tout cas, elle m'avait été recommandée par un ami, d'ailleurs par Mathieu qui a participé au générique de début. Et c'est vrai que je la suis, je la suis depuis ses tout débuts. Et c'est vrai que c'est à la fois un portage au cinéma et aussi une suite à sa façon. C'est les deux. D'accord. Donc je rappelle le principe de l'émission, on a vu tous les trois le film au cinéma. Et on ne sait pas ce qu'on en a pensé, on ne sait pas si on a aimé, si on n'a pas aimé. Voilà, on va le découvrir ensemble. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous raconter, de ne pas vous dévoiler trop l'intrigue, hormis ce qu'on a pu voir par exemple dans la bande-annonce. Dans une seconde partie de l'émission, on va rentrer beaucoup plus dans les détails, on va vous spoiler à mort. Et enfin, dernière partie, on vous fera nos recommandations. Voilà. Et on va commencer sans plus attendre par se présenter les uns et les autres. Donc moi je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans une autre partie de mon passé, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Marie, qui es-tu? Dis-nous tout. D'où viens-tu? Bonjour à tous. Moi, je suis de La Rochelle et je suis archéologue et médiatrice culturelle pour l'archéologie et passionnée de tout ce qui est cinéma, jeux vidéo, jeux de société, aux séries et tout ce qu'on peut imaginer au sens large du terme de mot culture. Je pense que c'est pas mal. Wow. C'est pas mal. Et puis Spécialiste de la culture. pour ceux qui connaissent le Visiteur du Futur ou qui ont vu le film, du coup, enfin, vous pouvez un petit peu voir le lien qu'il y a en background avec l'archéologie, etc. Enfin, je sais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà. Et toi, Greg, qui es-tu? Dis-nous tout. On ne te connaît pas. Eh ben écoute, depuis quelques années, je suis caricaturiste et dans une autre réalité alternative, j'étais auteur de BD et quelqu'un est venu du futur pour réparer tout ça et je suis à nouveau auteur de BD avec une BD qui va sortir l'année prochaine en mars prochain. Et Cowboy Voilà. Étoile qui est déjà dans le chat pour nous rejoindre et qui nous dit non, n'enregistrez pas ce podcast, sinon voilà ce qui va se passer. Salut Cowboy et toi, là, ben, peut-être qu'il serait temps que tu te présentes toi aussi parce que tu n'es qu'un pseudonyme pour nous. C'est très voilà. Alors, il nous dit ça parce que c'est Greg Dyser qui me l'a dit. Le gimmick qu'on retrouve à chaque épisode du Visiteur du Futur. Parce qu'on C'est précise ça. un petit peu le cadre de cette émission, c'est-à-dire que moi et Marie ne connaissons pas plus que ça le Visiteur du Futur. On n'avait pas vu la web série, alors que Greg Dyser, lui, Mhm. l'a vu. Donc, ça va permettre d'avoir une approche vraiment différente de tout ça. Et oui, et même, je peux presque insister là-dessus, c'est que Le Visiteur du Futur, ça a été ma porte d'entrée sur YouTube. Moi, hein. J'étais pas consommateur plus que ça de vidéos sur Internet. J'avais plutôt des DVD, des séries, j'achetais des séries. Et puis, il y a eu Le Visiteur du Futur. Et François Descraques, après, qui a réalisé des épisodes d'une émission, Le Golden Show, avec Davy Mourier. Et Monsieur Poulpe, et bref, après, de fil en aiguille, tu découvres des comédiens, tu découvres des sketchs, des trucs. Et puis, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai énormément consommé de YouTube et j'ai jamais cessé. C'est un peu devenu ma télé à moi. Alors moi, ce qui m'a attiré vers le Visiteur du Futur, c'est le casting, parce qu'en fait, il y a plusieurs des acteurs qu'on retrouve dans un court métrage qui avait été diffusé sur YouTube il y a quelques années, qui était Super Hero Hangover, où on retrouve Oui. d'ailleurs quasiment l'intégralité du casting Après, du des film, cracks, le où on palmacho et tout retrouve ça. Ouais. aussi Monsieur Poulpe, voilà, et David Mourier. Et enfin, c'est un des trucs les plus cultes qui existent sur Terre. Je sais même qu'il avait été sous-titré en anglais pour l'exportation, mais Mais, c'est à voir et à revoir. Ça sera d'ailleurs ma recommandation du jour. mais c'était un sketch du Golden Show, ça, hein, tu sais. Tu Ouais, l'as vu en exactement. isolé, mais en fait, et c'était vraiment une émission de sketch à la manière de les nuls d'émission, tu vois. Il y avait des présentateurs, ils allaient souvent dans une péniche à Paris, tu vois, et puis ils présentaient en public et ils lançaient des sketchs, en fait. Je te recommande le Golden Show, à la limite, si Oui, tu je connais connaissais, pas. je regardais. C'est un des rares trucs que je regardais sur YouTube d'ailleurs.
Mm. Et toi, Marie, qu'est-ce qui t'a attiré vers le film en tout cas? Bah, pour ma part, c'est vraiment ce côté, même si je ne connaissais pas la web série dans le sens où j'ai pas regardé, je connaissais forcément de nom, je connaissais les visuels, je connaissais les acteurs, j'avais tous mes potes qui en parlaient, juste que j'ai pas pris le move de me lancer dedans dès le début. Mhm. Et finalement, me dire que cette web série qui était à la base sur Dailymotion, ça existe Ouais. presque plus, mais si quand même. À la base sur Dailymotion, puis après sur YouTube, avec justement tous les noms qu'on a cités, c'est toute une génération et c'est vraiment un renouveau, quoi. On était sur l'époque des premiers YouTubeurs, des premières web-séries. On était sur l'époque où les indépendants pouvaient faire leur propre télé, parce qu'on sait que pour passer, ne serait-ce que sur le petit écran, faut faire beaucoup de chemin avant. Mhm. Et ça a permis à beaucoup de personnes de passer sur une autre sorte de petit écran, nos écrans d'ordinateur à l'époque sur YouTube. Et là, voir que c'est la concrétisation d'une première adaptation, même si pour ma part, j'ai pas regardé à l'époque, je connaissais quasiment tous les guests, mais je regardais pas en soi Visiteurs du Futur. Très très curieuse de voir justement. Ouais. Bah, donc il y a Cowboy Étoile qui nous dit, il se présente, donc bonjour Cowboy Étoile. Dans une vie antérieure, j'étais dans la communication territoriale, maintenant je suis Encore là. toujours dans la fonction territoriale. J'ai connu le visiteur du futur sur Dailymotion avant de le découvrir sur YouTube. Et pour ma part, donc je peux vous en parler un petit peu, le premier épisode, c'est vraiment un truc complètement fauché. C'est François Descraques, le réalisateur, qui prend sa caméra avec son frère Raphaël Descraques, qui joue le rôle principal de Raph. Son copain de CM1, je crois, je l'ai vu en interview récemment, il disait que c'était le mec un peu foufou, donc Florent Dorin, qui voulait pas s'asseoir à côté parce qu'il était déjà estampillé un peu cinglé, quoi. Et deux autres potes. Et donc, il y a Raphaël Descraques sur un banc. Raph, en plus, il porte son propre nom. C'est dire si ça partait pas. Je pense qu'à l'époque, il s'imaginait pas que ça allait devenir tout ça. Il s'apprête à acheter une canette. Il dit, je vous parie que je la jette dans la poubelle qui est à 2 mètres en plus, hein. Et puis et là, il prend 2 secondes comme ça. Enfin, il prend son temps plutôt pour la lancer. Et donc, il y a un mec qui arrive du futur comme ça avec un effet spécial. C'est un cut, hein, tout simplement. Oh, il arrive, il dit non, surtout ne jette pas cette canette, sinon voilà ce qui va se passer. Réaction en chaîne, les détritus vont s'amasser jusqu'à ce que jusqu'à ce que la Terre devienne une décharge. Et voilà. Et en fait, c'est après, si tu veux, c'est vraiment au fil du temps. Les premiers épisodes sont ça va pas plus loin que ça, c'est quelques minutes, mais au fur et à mesure, il rajoute du background, il rajoute du vrai truc. Raph qui commence à se poser la question, mais pourquoi je serais au centre de de toutes les fins du monde et ainsi de suite, quoi. Et puis ça prend de l'ampleur jusqu'à mettre des vrais fights, des effets spéciaux dans la saison 3 et des vrais arcs narratifs pour les personnages et moi j'étais très très content de revoir le casting au complet revenir. Je trouvais ça un peu incongru de voir Arnaud Ducré, de voir un comédien qui débarque comme ça. Mais il semble que ce soit presque une pression des studios. Ils avaient besoin un vrai comédien. Entre guillemets. Ouais. Oui, bah, pas entre guillemets, hein. Moi, j'ai pas vu ses films et il en est Non, mais pas je à dis son pas coup qu'il d'essai. est mauvais, je dis ça, je veux dire que les autres, pour moi, ils jouent assez bien dans Oui, oui, l'ensemble oui. pour dire que ce Des sont vrais aussi des comédiens vrais aussi. comédiens, quoi. Et en fait, je pensais que c'était, si tu veux, en fait, quelque part, il raconte un peu l'histoire, mais mince, j'ai oublié qui, mais c'est quelqu'un qui a convaincu Arnaud Ducré de soutenir le film, parce qu'en gros, ils ne le signaient pas, ils n'arrivaient pas à le signer, et dès qu'il y a eu le nom d'un comédien français, on va dire bankable à sa manière, eh ben, ils ont produit le truc. Et c'est pas son coup d'essai, parce que déjà dans le film Mazinger Z en 3D, ils avaient pris la voix d'Arnaud Ducré pour Koji Kabuto. D'accord. Comme si donc j'ai l'impression que finalement lui en tout cas on peut pas lui reprocher ça, c'est que il a l'air d'être de comprendre avant les producteurs il a un rôle à jouer pour faire venir de la culture peut-être un peu dont les comment dire dont les pontes du cinéma français ne voient pas l'intérêt, quoi. Mm. Et il est prêt à porter son image et à prêter son image et sa voix pour défendre finalement d'autres types de productions. Quand on est là, on n'est pas sur des gens qui sont pas des acteurs ou pas des réalisateurs, on est juste sur une autre type de production C'est Mm. ça. qui n'avait pas jusqu'à maintenant passé le barrage du grand écran. Mhm. Peut-être aussi que dans cette génération-là, ils avaient tout simplement pas quelqu'un dans leur entourage qui avait l'âge requis, j'ai envie de dire, pour jouer ce personnage-là, tout simplement. Alors au-delà de ça, je Tout à pense, fait. je trouve que ça a permis quelque chose. Ça a permis au film de devenir quelque chose d'indépendant parce que justement ils ont rajouté deux personnages qui faisaient pas partie de la web-série, si tu veux. Donc Arnaud Ducré, Gilbert Alibert et sa fille, je la cherche, Alice. Les deux personnages principaux du film ne sont pas des personnages principaux. Donc ça permet de faire ce petit
pas de côté par rapport à, tu vois, le personnage principal c'était Raph avant, et là il est vraiment un personnage secondaire, une sorte de comic relief. C'est que ce que je Ouais. regrette un petit peu parce que finalement il n'évolue pas. Son arc narratif depuis la saison 3 et 4, je trouve qu'il est un peu redescendu d'une marche. Mais c'est vrai que ça permet au film d'exister indépendamment du reste. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé dès les premières minutes du film, c'est la qualité. C'est la qualité Mhm. de l'ensemble, hein, que ce soit la bande son, que ce soit l'image, que ce soit les costumes. On est vraiment sur du haut niveau et je trouve que bah, pour une production française, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, faut le dire quand même en France. En France, c'est soit des films d'auteur hyper chiants que personne va voir, soit des trucs d'humour potache, limite borderline. Et là, là, on est vraiment dans de la SF de haut niveau. T'en as pensé quoi, toi, Marie? Alors moi, je vais un petit peu mesurer le cinéma français. Je trouve que le cinéma français, c'est quand même bien amélioré. On a des très bons films français. Là où je regrette, c'est simplement qu'on n'en fait pas la pub. Parce qu'on a des films fabuleux. L'année dernière, il y a le film Amant qui est sorti, notamment avec Pierre Ninet, entre autres, et Benoît Magimel, dont quasiment personne n'a entendu parler. Pourtant, c'est un très très bon film. Il y a des superbes films qui sortent chaque année français, mais on n'en fait pas Ouais, la pub. mais Et là, Les Visiteurs du Futur, curieusement, du fait que ce soit à la base d'une web série, je pense, toucher de base des gens qui attendaient le film depuis 10 ans. Donc ça a amené beaucoup plus de monde et ça a permis aussi d'en faire tout de suite la pub. Et c'est vrai qu'au derrière, on n'est pas déçu car on a une qualité de réal, une qualité ne serait-ce que sur les plans. Dès les premières minutes, comme tu dis, c'est les plans séquences, les plans de, pardon, de couple, montage, tout est de très belle qualité. Et ça nous happe dès l'annonce en fait. Dès les premières secondes, on est sur quelque chose de vraiment très très qualitatif. Alors qu'à l'échelle du cinéma, le film est fauché lui aussi. C'est-à-dire Mm. qu'ils ont le budget pour faire un film de SF avec des gros moyens et certes avec des plans d'effets spéciaux et tout, notamment avec, il parlait des plans, euh, François Descraques, il parlait du plan par exemple d'extérieur de la centrale nucléaire. C'est pas vraiment un spoil, il y a une centrale nucléaire oui, c'est dans la bande-annonce. qui explose. Bah, tout ça, c'est du full motion 3D. Il y a pas de prise de vue réelle, c'est pas une vraie centrale sur laquelle ils ont mis des effets spéciaux. Et il dit donc ils ont eu 4,5 millions d'euros pour faire ce budget-là. C'est le budget d'une comédie française où ça se passe dans un loft avec ils sortent pas du loft. Là, enfin, c'est presque comme il dit, hein, ça a été tourné à Nancy, il me semble. C'est ça, ouais, dans le Grand Est, ouais. C'est ça, ça n'a pas du tout donc avec certes, ils ont eu des aides de la région et tout, mais voilà, c'est assez fou de voir finalement des plans du futur, des choses comme ça dans un. Mais déjà dans les web-séries, il y arrivait à faire des choses comme ça. Oui, mais alors, c'est vrai qu'on, par rapport à des films humoristiques français, bon, une fois que tu as déjà payé 2 millions Christian Clavier, il reste plus grand-chose sur les 4 millions, ça c'est certain. Et je rebondis quand même sur ce que je disais de Marie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a il reste, j'ai été très très dur avec le cinéma français, il reste des très bons films, Quand mais même. on nous montre toujours que soit voilà les films d'auteur larmoyants qu'on a déjà vu 10 000 fois ou la femme et le mari se sont trompés, ils vont essayer de se retrouver sur leur lieu de villégiature pour essayer de se rabibocher, c'est ça l'intrigue. Soit bon bah les films humoristiques voilà. Mais effectivement, là, on est dans une forme, la science-fiction, qui était très très peu explorée jusque-là. Il y avait bien Luc Besson, mais Luc Besson, il les a fait aux États-Unis. Il y a eu aussi le réalisateur qui a fait Alien 4, je crois aussi. Enfin, on a des bons réalisateurs français qui sont capables de faire ça, mais ils le faisaient pas en France. Là, c'est un film franco-français tourné à Nancy, effectivement. C'est ça. Mais de base, si on annonce qu'on va voir un film français de science-fiction, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont grincer des dents et qui vont dire quoi? Et finalement, non, le résultat est là. Le résultat est là. Après, c'est vrai que le film. Après, on va forcément défendre le film parce que ça rappelle à toute cette génération de web-séries et que c'est le premier à être adapté sur grand écran. Alors, je vois dans les commentaires qu'on a Cowboy Étoile qui souligne en effet qu'elle a été diffusée sur France 4. C'est une très très belle référence. En effet, ça a été diffusé à la télévision quand même avant. Donc ça avait su toucher une autre forme de public et ça avait su attirer quand même la télévision avant d'arriver sur grand écran. J'ajouterais même, Vas-y. pardon, que le film était un peu attendu et même par les producteurs. Donc, quand on lit François Descraques en interview, il était un peu attendu comme un film de youtubeur. Donc,
les producteurs savaient que ça ne marchait pas parce qu'il y avait eu un film avec Norman, il y avait eu un film avec pas mal de Le Manoir que je suis allé voir au cinéma en me disant tiens, bah, il y a tous les youtubeurs que j'aime bien. Et là, je me dis c'est pas possible. Ils ont loué un manoir, ils ont écrit un truc sur un post-it et puis ils ont dit ah, vas-y, on filme. Moi j'ai trouvé ça extrêmement mauvais et il y avait peu d'entrées. Mais donc, ça n'avait pas de validation jusque-là, et pour moi, c'est un véritable essai transformé par rapport à ce qui T'as s'était fait jusqu'ici. t'as déjà entendu des échos sur les chiffres? Moi, j'ai pas trop fait attention à ça. Est-ce que les premiers retours sont bons ou pas? Je sais pas, moi je suis allé voir, la seule impression que j'ai, c'est que je suis allé voir ce film un samedi soir et que la salle était vraiment pas remplie, et c'était une salle, c'était pas une des grandes salles du multiplex. Je me pose des questions, j'espère que le film va marcher. Comment c'était vous les salles quand vous y êtes allés? Non, il n'y avait pas Moi, énormément de monde non plus. je suis allée en plein après-midi pour ma part en semaine et là c'était pas rempli. Je l'ai vu en ice pour ma part parce que j'étais quand même curieuse de voir ce qu'un film français de science-fiction en ice pouvait donner. Comme ça on a tous les éléments les uns après les autres. Et j'étais pas du tout déçue. Il y avait quand même des gens dans la salle mais c'était carrément pas rempli. Par contre il y avait de tout. Il y avait des gens plus jeunes, il y avait des Oui, retraités, il y avait vraiment de tout dans la Ouais, salle. Et pareil. ça, c'est très très bonne surprise pour ma part. il y a Cowboy Étoile qui nous dit, et merci à lui, hein, vraiment, on va falloir qu'il rentre dans le staff de l'émission. Au 12 septembre, il y avait 130 000 entrées. Je ne me rends pas compte si c'est beaucoup. Ah, Je c'est pense bien de que c'est savoir. pas, je Ouais. pense que c'est pas énorme. En même temps, le cinéma en ce moment, c'est compliqué, hein. Ils le disent Cependant, tous. il y a François Descraques qui a publié tout à l'heure. Il était deuxième au box-office sur une journée en particulier, devant certains blockbusters. Donc je sais pas, je me rends pas compte de ce que ça représente en termes de chiffres. Ouais. En tout cas, En- on en- peut lui souhaiter de la réussite. Voilà, c'est des choses qu'on C'est, peut dire. c'est, J'allais dire, c'est le risque de, justement, par rapport aux films de youtubeurs. Pour moi, François Descraques est un réalisateur. Maintenant, la question va plus se poser. J'ai même, quelque part, hâte de voir ce qui va devenir au-delà du Visiteur du Futur, parce que c'est là qu'on pourra vraiment mesurer s'il a validé l'essai, je pense. S'il peut produire un film de SF ou autre, avec un autre sujet que celui-là, il aura prouvé quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Mince. Oui, au-delà du box-office, ce que je voulais dire, oui, enfin, plutôt sur la question du box-office, je pense que les youtubeurs, même s'ils ont des millions de viewers, et je pense que le Manoir, chacun avait des chaînes YouTube personnelles avec des millions de viewers, et je sais plus, ils ont fait un nombre d'entrées catastrophique. C'est un peu, ça prouve un point, c'est que ceux qui les suivent sur YouTube sont quand même dans la culture du gratuit, et que dès qu'il s'agit d'aller payer un billet de film, malheureusement, c'est pas notamment parce qu'il y a plein de mineurs, je pense, dans l'histoire, qui les suivent. Il y a Donc des c'est pas. mineurs, qu'il n'y a pas des cinémas dans toutes les villes, que Ouais, ça coûte aussi une certaine somme, hein. Je sais pas vous, moi, le prix, la salle oui. Ice en fin de semaine, ça m'a coûté 16 euros. Donc, c'est pour le Visiteur du Futur. Il y a des films pour lesquels je suis prête à les débourser parce que c'est une façon d'encourager. Ça m'a Mhm. coûté 16 euros et tout le monde ne peut pas. On est tout de suite une famille ou on est simplement un groupe Bien de sûr. potes. Les étudiants, ils peuvent pas trop. Enfin, voilà, ça va être un peu plus choisi du coup. C'est La vrai que par question, c'est. exemple, moi je l'ai Vas-y. vu tout seul, je l'ai pas été le voir en famille, bon parce que mon épouse travaillait, elle pouvait pas, et puis parce que mes garçons ça les intéressait pas plus que ça. C'est ça qui est amusant Ah, parce que eux, ils sont pas encore dans la génération touchée ils sont déjà dans la génération d'après en fait, donc ils connaissent pas forcément tous ces acteurs, ils connaissent la plupart de ceux qui font des caméos. Hein, dans le film, je sais pas si on peut en parler forcément de tous, on en parlera dans la partie et spoiler. il y en a sur Il y l'affiche, en a hein. sur l'affiche, Il il y y a en a dans McFly et la. Carlito, Ouais, par McFly et exemple. Carlito qu'on voit notamment dans la bande-annonce. Mhm. Donc là, ça leur parle plus, mais malgré ça, bah, Visiteurs du Futur, ça leur parlait pas plus que ça. Donc on est quand même sur un creux générationnel, on va dire sur les 30-40 ans plutôt, je dirais ça. Mhm. Et là, c'est pareil, après, C'est représenté. voilà. Quel type de 30-40 ans? Est-ce que c'est plutôt comme nous, les geeks? Enfin, je pense quand même, on n'est pas encore enfin, on est déjà sur de cloisonnement, quoi. Mhm. Ben, Il y ouais, c'est a, vrai qu'il y a un premier cloisonnement des gens qui vont faire la démarche d'aller voir ce film au cinéma, car les curieux ou ceux qui ne connaissent pas vont pas d'eux-mêmes forcément aller chercher ce film. À moins qu'on leur en ait parlé ou qu'ils aient connu à l'époque, ils vont pas d'eux-mêmes aller chercher ce type de film en premier lieu, je pense. c'est toute la question de ce marketing-là. Il y a un peu sur trois tableaux. Effectivement, il y a la suite. Donc, je pense que les fans, enfin, tout ce qui est publié, je pense que les avant-premières ont fait carton plein, par exemple. Donc, on sent bien une communauté de fans qui est prête
à aller payer sa place pour rencontrer un peu ces idoles de YouTube. Mais est-ce que du coup, une fois qu'ils ne sont plus aux avant-premières, est-ce que ça a autant d'intérêt pour eux d'y aller, tu vois? Il y avait ça, hein, il y avait la première au Grand Rex. Il y a aussi donc effectivement la présence de guests YouTube qui sont censés, j'imagine, attirer leur public. Je pense à McFly et Carlito justement. Mais bizarrement, alors comme il y a eu toutes ces histoires avec Macron, avec tout ça, avec des featuring qui ont déplu, il y a aussi une grande frange de spectateurs qui ne veulent pas y aller parce qu'ils supportent pas McFly et Carlito. Donc là, je ne sais pas. Je sais pas comment, je sais pas ce que ça peut devenir tout ça. Honnêtement, pour ma part, McFly et Carlito, j'avais pas du tout vu sur l'affiche qu'ils étaient. En fait, moi, je vais voir un film, je regarde aucun trailer, aucune affiche. Mhm. Ça, c'est mon principe de base. Et je savais pas qu'ils y étaient. Et en fait, j'ai raté leur caméo, mais complètement. Je les ai complètement ratés dans le film et je les ai vus qu'à la fin dans le générique de fin. Et je me suis dit merde. Je les ai complètement zappés pour ma part. Donc je me dis que peut-être il y a une part de la population un peu naïve, comme je peux l'être, qui n'en tient Ah, simplement pas je te compte. rassure, c'est pareil pour moi. Moi, comme je les connais de nom, que je les ai déjà aperçus, pour moi, je savais pas qui c'était, tu vois. J'ai trouvé la scène très très drôle, mais pour autant, ça m'a pas, ça, me suis pas dit, ah c'est eux, tiens c'est rigolo, tu vois. Et du coup, c'est peut-être une bonne chose parce que ça m'a pas sorti de la scène, tu vois. J'ai trouvé la scène encore plus drôle de ce fait. Ce qui prouve qu'elle était très bien écrite pour le coup, parce qu'elle ne se reposait pas sur eux. Oui, Voilà. c'est ça, D'ailleurs, c'est ça. qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la prestation des acteurs, Marie? Alors moi je vois bien qu'il y a un jeu d'acteur qui se détache. On est sur un jeu d'acteur, je trouve, qui est propre aux web-séries. Je vois dans les commentaires que Poyetto elle a fait référence à HeroCorp et c'est vrai qu'on est là-dedans, hein. On est là-dedans, même si c'est plus tout à fait de la web-série, mais on est dans un nouveau jeu d'acteur. C'est pas le côté institutionnel du cours Florent, c'est pas le côté théâtral, c'est pas le côté des mecs qui depuis qu'ils ont 5 ans sont habitués à faire du grand théâtre. On est sur un autre jeu d'acteur. Je dis pas qu'il est moins bien, je dis pas qu'il est mieux, mais il est très différent. Et c'est assez, il y a un côté chaleureux, un côté assez appréciable à voir, que c'est des personnes qui sont dans leur rôle par pur plaisir et qui sont pas là pour, entre guillemets, faire un travail parce qu'on les a embauchés pour faire ce rôle-là. Et c'est très différent finalement du côté académique Ouais. qu'on a l'habitude de voir. Au-delà de ça, je me rappelle ma première impression quand j'ai vu Le Visiteur du Futur et que j'ai vu les épisodes au fil du temps. Je me suis dit, Florent Dorin, c'est un mec qui va faire du ciné. Pour moi, il y avait un côté fantasque, exubérant. Il jouait à fond. Et j'ai déjà vu une interview, malheureusement, je retrouve plus le nom de la comédienne comme ça, mais qui avait tourné avec Nicolas Cage et qui était choquée à force d'avoir tourné en France, si tu veux, de découvrir le tournage aux États-Unis. Et elle le regardait en fait à côté de lui jouer. Et en fait, elle le trouvait tout le temps dans le surjeu. Mais sauf qu'une fois qu'elle avait redécouvert le film à l'écran, elle était plus choquée par le surjeu. Elle dit en fait ils jouent différemment. Et j'ai presque pensé ça de Florent Dorin. Je me suis dit ce mec-là il joue à l'américaine, tu vois, il joue tout à fond en fait. Oui, c'est ça. Et une fois que, bah, une fois qu'on est dans le montage final, dans l'ambiance, bah, ça passe, quoi. Mm. C'est raccord, quoi. Moi j'ai trouvé qu'il transformait tous l'essai. Je les ai trouvés bons. Alors malheureusement, hein, il y a quand même une comédienne que j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé qu'elle jouait bizarrement, j'ai jamais compris, j'ai trouvé qu'elle faisait toujours la même tête, c'est celle qui joue Belette, celle qui s'occupe des enfants. J'ai l'impression qu'elle faisait toujours la même tête, que quelque part que la fin du monde arrive dans 2 minutes, ou bien qu'elle soit en danger, ou bien j'ai trouvé qu'elle jouait pas, en fait. Voilà. C'est mon petit bémol, mais par contre, surtout, j'ai Oui, bah, trouvé tout le monde il y avait assez quelques personnages impeccable. secondaires que j'ai trouvé un ton en dessous, notamment bah, dans les méchants, entre guillemets, voilà. Pas Ouais. forcément ceux que voit toujours à l'écran, mais par exemple la chef, voilà, ce genre de choses. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé un ton en dessous quand même. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Mathieu Poggi qui joue Matteo, le mec qui a un bandeau sur l'œil là comme ça, vous trouvez qu'il jouait comment? Et j'en viendrai à mon explication après. Euh, Bah écoute, moi ça a été, hein, je trouve qu'il était bien dans son rôle du gars froid, un petit peu qu'on avait du mal à lire, voilà. Ouais. Et toi, ouais, Marie? ouais, non, moi, pareil, j'ai bien apprécié. En fait, je trouvais qu'il était dans le ton du Parce film. que, parce que pour tout vous dire, au début du Visiteur du Futur, je me demande même s'il a pas un peu l'accent du Sud, et le mec joue comme une chaise, hein. Il est très très mauvais. Quand il arrive dans la saison 2, il était vraiment, vraiment, vraiment très très mauvais. Et là, je me suis dit, le mec, il a progressé de ouf au fil des saisons, je l'avais déjà ressenti. Et Ouais. maintenant, je trouve qu'il dénote pas du tout.
Ouais, il est dans le ton du film. Enfin, il choque pas du tout. Non, non. Il y a Kobe Étoile qui dit, bizarrement, Mathieu, je le trouve plus crédible en acteur que Vincent Tirel. Alors, faut me rappeler qui est Vincent Tirel, je sais plus. Alors, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont gêné dans le film, Marie? Il y a quelque chose qui t'a déplu ou que tu as trouvé en Alors, on n'est pas décalage? encore dans le spoil, donc sans spoiler. Ouais. Mhm. Non, je trouve que de manière générale, c'est un bon film, mais en fait, on va vouloir absolument le défendre parce que nous, on respecte ce côté web-série, ce côté adaptation. Est-ce que si je savais pas que ça venait de là, sans le contexte du parcours, de tout ce chemin-là, que nous, on a en affection, c'est vrai que dans les commentaires, Cowboy Toile parle d'une Madeleine Proust, on est là-dedans. Nous, on a un peu entre guillemets, les vieux, j'ai l'impression, quand on parle d'une web-série publiée sur Dailymotion en 2009, j'ai l'impression Voilà. que ça y est, on est à Bah, l'ouest c'est le complet. côté archéologue là qui ressort en fait. C'est ça. Et finalement, je me dis, s'il n'y avait pas ça, peut-être que je le défendrais pas autant. Là, je le Ça, défends beaucoup ça, et je reste sur une note très positive parce qu'on est super content du chemin parcouru. Mais si on prenait juste en tant que film, en tant que tel, sans tout le contexte, je suis pas sûre qu'on l'apprécierait autant que ça. mais ça veut dire qu'en dépit du fait que vous n'ayez pas vu la série, vous êtes quand même attaché au fait qu'elle vienne d'une web-série. C'est étonnant comme. Enfin, c'est étonnant, je le comprends, hein, votre avis, mais je m'attendais pas à ça. Alors peut-être que je suis un peu plus détaché dans mon approche. Moi, je trouve Ouais. quand même, je trouve des défauts, surtout dans la première moitié du film, où Mhm. il y a certaines blagues, on a l'impression qu'elles étaient là, parce qu'il fallait les faire, tu vois, ça faisait partie de la checklist. Et du coup, j'arrivais pas à savoir si j'étais en train de regarder un film de science-fiction sérieux ou si j'étais en train de regarder un film humoristique. Et j'ai trouvé que c'était pas un niveau de blague où ça passe un peu comme dans les Marvel, tu vois, où quand ils font de l'humour, bah, ça passe très très bien dans l'écriture. Et là, des fois, j'ai l'impression que à un moment donné, ils avaient une super blague à placer, ils l'avaient placée, mais que du coup, dans l'intrigue, bah, elle était bancale. Il y avait aussi quelques longueurs, je trouve, dans les premières scènes. À un moment, il y a une scène dans la voiture je sais plus si avec le père et le conducteur. Je trouvais la scène un petit peu longue, tu vois. Et il y a Mhm. vraiment que la dernière partie du film, surtout les dernières scènes où alors là, j'étais submergé par l'émotion. Là, moi, j'en ai pleuré hein, complètement. Je vous le dis, hein, la fin, elle m'a ravagé. Hein. Elle était trop bien, très très bien écrite. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en parlerai dans la partie spoiler, mais Ouais. On a dit beaucoup. mais voilà. Non, 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 mais Après, ce non, que je je trouve pense que. justement étonnant, c'est que je suis d'accord, hein, l'émotion était très très présente. Alors moi, je pars jamais au cinéma, mais c'est vrai que l'émotion était vraiment présente, puis je voyais bien dans la salle que tout le monde était pris par l'émotion. Mais de Mhm. point de vue totalement objectif, le scénario était un peu sur un post-it quand même. Hein. Le scénario, il est pas ouf, il est pas hyper Oui, développé, c'est un peu du déjà vu. On utilise des recettes qu'on connaît déjà, mais c'est tellement bien mené que on est pris dedans, quoi. Et j'ai quand même on eu leur le sentiment que le film aurait pu faire 1 heure et qu'ils se sont poussés à le faire plus long. Voilà. Ah, J'ai eu le ok. sentiment que c'était un long épisode et qu'il a fallu faire du remplissage pour que ça tienne la durée d'un long métrage. Est-ce qu'on peut parler de la centrale nucléaire ou est-ce que c'est un spoil le fait que le futur Eh bien, écoute, on va apocalyptique repose passer dessus ou bientôt à la pas? partie spoiler. Donc, du coup, moi, j'aimerais vos avis. Donc, a priori, on a tous bien aimé. Mais j'aimerais savoir aussi quelles seraient vos recommandations par rapport à des personnes qui sont pas forcément des fans de SF ou voilà. À votre avis, qui peut aimer le film, qui peut ne pas l'aimer? Marie, veux-tu commencer? Franchement, pour moi, tout le monde peut l'aimer. C'est un film Oui. qui peut être accessible à tout le monde, que ce soit des enfants, parce que l'humour est bien dosé, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang du tout. De tout le film, il n'y a pas une goutte de sang de tout le film. Et les blagues, elles sont présentes, mais elles sont pas non plus beaufs, elles sont pas grasses, c'est pas de l'humour gras comme ça. Donc franchement, pour moi, que ce soit des enfants ou des personnes, on va dire, un peu plus amatrices en général de cinéma d'auteur, pour moi, c'est accessible à tout le monde comme film. Mhm. Je dis pas que tout le monde va aimer, mais tout le monde peut aller le voir et tout le monde peut s'y intéresser. Et toi, Greg? Alors moi aussi, je pense que tout le monde peut aller le voir. Si vous faites partie, un peu comme même si tu l'as dit, hein, Marie, il y a plus de diversité qu'on ne le pense dans le cinéma français. Mais si vous faites partie de ceux qui pensent que le cinéma français, c'est toujours la même chose, avec les mêmes acteurs depuis 50 ans, que des comédies familiales, un peu comme le tableau qu'a brossé Pierre tout à l'heure, soutenez le cinéma français et allez voir ce film. Je parle même pas de l'aspect oublier le côté web série, oublier que ça vient d'autre chose. Si, peu importe si vous voulez aller voir la web série après, la question n'est pas là. La question est qu'il y a il y a des talents en France, des comédiens, des réalisateurs qui sont prêts à faire le taf et qui sont même capables de le faire pour pas beaucoup d'argent, même si on leur souhaiterait des plus gros budgets. Eh ben, si on veut que ces comédiens-là
et ces productions-là aient plus d'argent et soient moins fauchées, eh ben, continuez, allez voir ce film et continuez de soutenir des films français parce que, à la limite, on peut, on peut avoir des grosses prods françaises ambitieuses. Donc, Ouais, j'ai soutenez-les. pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Effectivement, si on veut continuer à avoir du cinéma français différent, de qualité, voilà, faut les soutenir. Et c'est pas un film exempt de défauts, mais il a suffisamment de qualité pour qu'il vaille le déplacement, et largement. Voilà, voilà. Et sans plus attendre, on passe à la partie spoiler. Spoiler! En avant. Et nous revoilà, il y a Cowboy Étoile qui nous dit c'est plus dans la partie spoiler que je veux développer car François Descraques a indiqué comment voir le film dans la chronologie. Voilà, parce qu'apparemment On a hâte ça alors. s'inscrit dans la chronologie. Je vois Greg qui hoche la tête, qu'est-ce qui se passe? Que voulais-tu dire à ce sujet-là? Non, non, je suis d'accord avec lui. Bon, il y a un truc que je me suis gardé de dire parce que je voulais effectivement donc le futur apocalyptique de cette version du Visiteur du futur est provoqué par l'explosion d'une centrale nucléaire en France parce que donc ce député joué par joué par Arnaud Ducré, Gilbert Alibert va signer un contrat avec des Chinois et provoquer la construction d'une centrale nucléaire instable et tout. C'est mon reproche du film, c'est son côté apolitique, mais politique sans le vouloir. C'est que on a l'impression, et j'y ai pensé pendant le film, on a l'impression que le film peut être vu sous l'angle du anti-nucléaire ou sous l'angle du anti-production chinoise, ou enfin, bref. Et en fait, j'ai déjà lu plusieurs interviews où François Descraques doit s'en défendre. Et pour moi, il est passé un peu à côté d'un message politique. On n'est pas dans la web série, justement, on est au cinéma, et le cinéma, c'est politique. Si ça raconte quelque chose, ça veut dire quelque chose. Tout est Et politique. son message, malgré lui, c'était pas son souhait, il a voulu y écrire ça comme ça, mais il peut être mal interprété. Voilà. Je suis d'accord avec toi, moi ça m'a fait la même impression, ce côté un petit peu anti-nucléaire dans cette scène-là. Encore qu'on sent bien dans la scène qu'ils essaient de passer à autre chose en disant mais t'as pas compris, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que tu vas faire un mauvais choix qui met en danger l'avenir. Et finalement, le nucléaire là n'est qu'une excuse. Mais effectivement, surtout en ce moment, enfin plus que jamais, alors je sais pas quand Mhm. est-ce qu'a été écrit le film et tourné, mais il y avait peut-être d'autres choses à étendre d'une façon générale à l'énergie, etc. Bon, comme tu dis, c'est pas forcément politique, mais obligatoirement tout est politique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Nos choix ont des conséquences. Et ben, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la morale de ce film, hein. C'est Pour ça, on a répondre à ta... l'impression qu'il a un peu Pardon, du vas-y. mal à se positionner. En fait, d'un côté, c'est la construction de la centrale nucléaire qui est mise en avant. En même temps, il le justifie en disant non, c'est pas le problème, c'est pas la centrale, c'est comment vous allez la faire et ce que vous laissez aux autres après. Mhm. Mais finalement, on est quand même dans un scénario qui est très très d'actualité. C'est-à-dire que le nucléaire est au centre de tout actuellement, l'écologie est au centre de tout actuellement. Mhm. Et je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est par facilité scénaristique, entre guillemets, je parle avec des très très gros guillemets, pour Mhm. notamment les studios, les financements, en disant non, il nous faut quelque chose d'actualité parce qu'en ce moment c'est ça qui marche. Je ne sais pas Mhm. comment ça a été abordé, mais du coup on se retrouve dans quelque chose qu'on voit un peu à toutes les sauces en ce moment. Donc, je ne sais pas si Je ça a peux été en, fait volontairement ou pas. je peux en parler de mon avis d'auteur parce que moi-même, donc je travaille sur une BD où à un moment donné, donc le personnage principal était végétarien. D'ailleurs, on a enlevé cette partie-là parce que en gros, elle veut défendre une famille de dauphins alors que les autres, ils ont rien à grailler, ils ont plus à bouffer. Donc ils veulent tuer les dauphins, mais elle aime trop les dauphins, elle veut pas qu'ils soient tués. Et en fait, à force d'élaborer des trucs, et on disait d'accord, mais alors si elle mange pas de poisson, elle mange quoi? Mais sur son île déserte, il y a quoi à manger, machin. Et en fait, on partait dans tout un tas de trucs et ça devenait. En fait, la première fois qu'on a proposé le projet à des éditeurs, ils nous ont dit, mais en fait, c'est hyper compliqué votre truc parce que c'est sur l'alimentation, c'est sur l'écologie, et en fait, c'est sur le handicap. Bref, il y avait beaucoup de choses Niveau comme ça. Et éthique. en fait, nous-mêmes, on maîtrisait pas parce que les questions sur lesquelles on bloquait, sur l'énergie, sur l'écologie et tout, on se disait, mais en fait, on n'a pas de réponse. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a que de, on pouvait faire passer une forme d'idéologie, mais surtout, on n'avait pas de solution. C'est-à-dire que nos personnages, à un moment donné, c'était bloqué. Ils mangeaient quoi s'il y avait rien à manger, tu vois? Et donc, on était complètement bloqué. Et il a fallu qu'on dégage
plein d'éléments de l'intrigue pour que on n'ait pas pour que notre projet, on arrête de nous dire ah oui mais c'est écologique, on n'en veut pas, Oui, c'est trop, il y a que ça quoi. et Voilà. c'est sûrement ce qui a dû se passer là, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec cette question du nucléaire, qui était en fait une excuse pour arriver à cette situation-là, mais voilà, c'était pas réglé. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans la partie spoiler, on peut le dire, à la fin du film, finalement, bah, ils ont résolu le problème, la centrale sera pas construite, mais rien, ou en tout cas pas grand-chose n'a été résolu. Il n'y aura pas ce fameux nuage qui fait le tour de la Terre et qui tue tout le monde à chaque passage. Mais le futur est toujours aussi pourri. Donc ça prouve bien C'est ça. que c'était pas le seul problème, qu'il y a d'autres choses à régler et que voilà, leur mission est pas terminée, loin de là. C'est ça. Cowboy Étoile en commentaire nous dit le vrai problème c'est qu'on n'aura toujours pas de jetpack pour aller à la boulange dans le futur. C'est C'est terrible. une référence à une blague du film Différence. effectivement. Oui, mais alors peut-être qu'il aurait fallu, pour les besoins du scénario, que le député accepte une nouvelle forme de centrale inventée par je ne sais quel chercheur, mais dont on ne maîtriserait pas les tenants et les aboutissants ou les déchets ou que sais-je, tu vois, inventer un nouvel élément, une sorte de nouvelle fusion. Tu sais, à la manière dont c'est inventé dans Goldorak et Albator, quoi, des noms complètement fantasques qui font du futur. Mais là, voilà, c'était pour le coup, c'était une centrale nucléaire mal gaulée, donc avec peu de vision sur l'avenir. Mais Et effectivement, du coup, ça donne une fin qui est quand même ouverte à une suite. Alors, est-ce que c'est une suite qui se verra dans la web série? Est-ce que c'est une suite qui se verra en film? Ça, pour le coup, au moment, j'ai envie de dire, il y a pas de réponse, quoi. je pense pas qu'ils retourneront à la web série. Hmm. Ça me semble pas du tout être l'objectif. Effectivement, il y a une fin ouverte à une suite. On peut que leur souhaiter ça et j'espère qu'il y aura suffisamment d'entrées pour ça. Après, Et le film c'est se suffit à lui-même en soi, Tout à mais fait. comme tu dis, laisse l'opportunité d'une suite. S'il doit y en avoir une, ça peut tout à fait s'intégrer et ça choquera personne. Mhm. Donc, Et on a puis donc. ça peut... Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, 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 ça peut, j'allais dire, ça peut s'intégrer avec un autre casting aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir le même député, la même fille de Bien sûr. député. Bon, certes, elle est rentrée à la fin dans l'équipe. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le casting, j'ai pas eu l'occasion, mais Enya Barou, c'est la fille de Olivier Barou, de Cadet Olivier, voilà, qui D'accord. est réalisateur de films français depuis quelques années. Et Ok, c'est son premier rôle au cinéma, voilà, cette petite précision. c'est bon à savoir. Donc on a l'environnement dans les sujets, on a aussi la famille pour le coup. C'est Mhm. un sujet très important et moi j'ai vraiment été scotché par ce personnage, le personnage principal, donc c'est la D'Alice. fille, la fille Alice, oui. Alice, ouais. Et son devenir et ce qu'elle devient et les choix qu'elle fait j'ai vraiment pas vu venir là, cette fin-là, moi. Je l'ai Mhm. vraiment pas senti, son sacrifice, etc. Le fait qu'elle revienne non plus, ça je m'y attendais pas forcément. Et c'était, moi ça m'a totalement retourné cette fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, alors moi, pour ma part, par contre, je m'y attendais totalement qu'ils reviennent là-dessus. De toute façon, ils en ont parlé deux, trois fois dans le film, puis ils disent non, non, mais on peut pas faire ça. Mais on voit que c'est sa volonté profonde de faire ça. Et c'est vrai que malgré que le film soit, comme on l'a dit, sans grande originalité dans le scénario, on a le cocktail qu'on voit à chaque fois. Une cause écologique, on a une histoire d'un père et sa fille, on a une dualité sur fond de drame familial, on a vraiment quelque chose de très très classique, mais au final ça marche. Et la fin, je l'avais quand même vu venir parce qu'ils en ont parlé, ils l'annoncent un petit Oui. peu, elle le dit que c'est sa volonté, donc au bout d'un moment on se doute que ça va finir par arriver. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, elle formule, elle dit si j'avais jamais existé ou si c'était ma mère qui avait survécu, mon père, il serait pas aussi aigri qu'il l'est. Ça s'appelle du foreshadowing, hein, Hmm. Ouais. c'est une technique de scénario qui Et, consiste à évoquer la fin possible pour la mettre dans l'esprit et qu'après, t'aies pas envie qu'elle arrive parce que justement, ça rend la chose triste. Et ça, c'est la grande réussite du film, effectivement. Et moi, je m'attendais plutôt à une fin à l'américaine, parce que là, finalement, c'est une fin, j'ai envie de dire, peut-être à la française, un nouveau type de fin, une fin à Mhm. l'américaine où Sympa, ça à ils la auraient française. sauvé la mère, en fait. Et donc, on aurait eu le triptyque, le père qui retrouve sa femme et qui est toujours avec sa fille, etc., et qui vivent une vie heureuse. Mais là, pas du tout. Là, le père retrouve sa femme, mais il est avec de nouveaux enfants et il a plus sa fille et qui, elle, est restée coincée dans le futur, qui a créé un paradoxe. Et ça, c'est quand même, enfin, c'est un choix fort, scénaristiquement parlant, même si quelque Ouais. part, c'est une forme de happy end, puisque elle Oui, c'est une forme elle est de pas d'happy end morte. aussi, ouais.
Même si elle est Disons plus qu'il a avec pas sa fait la future fin, femme. il a pas fait la fin Marty McFly, effectivement, où il Ouais. revient et ses parents qui étaient des gros losers sont devenus géniaux. Et comme par enchantement, lui et ses frères et sœurs sont exactement les mêmes, mais en costume avec une meilleure réussite. Bon, c'est vrai que c'est un pas de côté par rapport à cette méga happy end. Il y a, effectivement, elle a survécu, c'est la happy end de ce film-là, mais elle a fait un gros sacrifice et moi aussi, ça m'a touché. Et là, Ouais, il y a elle Cowboy sacrifie Étoile quand qui même nous sa dit. famille et son histoire. Pardon, tu as dit, Marie, je t'ai coupé, Je dis, elle excuse. sacrifie quand même sa famille et son histoire. Tout à fait. Et c'est Ok. presque pire, quoi. On se retrouve Ouais. un peu avec. Moi, je me suis retrouvée avec Hermione dans Harry Potter quand elle Oui, efface la mémoire de sa famille, quoi, au final. Hmm. oui, tout à fait. Donc, il y a Cowboy Étoile qui nous dit en commentaire, si Néo Versailles était moins apocalyptique, sans doute qu'on aurait eu une scène finale moins triste, car le film se situe juste avant la saison 4. Donc, c'est bien ça, c'est le film est dans la continuité de la web-série entre la saison 3 et 4. Voilà. Là, D'accord. moi, je laisse la parole à Greg, surtout, qui, à mon avis, va mieux nous expliquer. Alors là, pour le coup, j'ai du mal parce que très honnêtement, je me rappelle plus de la saison 4. En tout cas, il y a une saison qui m'échappe dans l'histoire. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est il y avait déjà un principe scénaristique. Il y a un personnage de... Vous savez, ils inventent ce principe que si tu n'as pas interféré, si tu n'as pas participé au changement, tu ne te rappelles pas des événements. Eh ben ça, c'est déjà arrivé. Et moi, ça m'a un peu crevé le cœur parce que dans la série, Matteo, donc un des gardes, lui ne se rappelle pas, mais il était amoureux d'une autre de la brigade temporelle qui, elle, à un moment donné, a changé de camp et a fait un choix délibéré de mourir, mais de mourir de l'intégralité des réalités. C'est-à-dire que elle s'est sacrifiée. Et alors, pour moi, je trouvais que c'était une manière habile de la faire quitter la série. Sans doute que c'était ça l'objectif, qu'elle fasse une dernière saison et qu'elle s'en aille. Et c'était hyper triste parce que Mathéo ne s'en rappelle pas. Donc on avait déjà des moves de ce genre-là dans la série. C'est Non, une. mais ils jouent bien sur les émotions. Et ils ont clairement beaucoup joué sur les émotions aussi dans le film. Et du coup, il y avait. Est-ce que vous voyez autre chose à dire par rapport, dans la partie spoiler, par rapport peut-être à des défauts qui auraient pu être, ou alors on peut parler peut-être avant ça même des caméos, on n'en a pas forcément beaucoup parlé. On peut y Là, on aller peut en maintenant. parler. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Il y a que des caméos, je pense, entre guillemets, qualitatifs pour ceux qui connaissent un peu cet univers, parce que c'est un univers particulier, le YouTube de Dailymotion, on va dire, cette indépendance, en fait, hein, là où tout le monde, et surtout, entre guillemets, n'importe qui, pour ceux qui ont les références, peut créer du contenu avec ses propres moyens, et on les retrouve tous, on trouve un peu la crème dans ce film qui fait des caméos. Ouais, tout à fait. Bah, il y a Kian Kojandi, il y a Navo. Donc moi, c'est des gens que je suis. Hein, Davy Ouais. Mourier, Poulpe, McFly, Carlito, Audrey Pirot. Moi, pareil ça fait longtemps que je l'ai identifiée comme une vraie comédienne et je lui souhaite une grosse carrière au cinéma. Audrey Pirot, c'est celle qui joue Louise. C'est celle qui se rappelle à la fin, qui a changé de camp aussi de la brigade temporelle D'accord. et qui évolue à nouveau dans la brigade temporelle tout en observant les autres et en se rendant compte que tout a changé, quoi. Il y a même un caméo, on va dire, d'un lieu physique, presque, en quelque sorte. En tout cas, c'est un clin d'œil, puisque là, c'est le premier bar après la fin du monde, Ouais. qui est un clin d'œil au dernier bar avant la fin du monde, donc qui est tiré du film, enfin d'un livre et d'un film, et qui Mhm. existe vraiment en France. Il y a le dernier bar avant la fin du monde, il y en a à Paris et à Lille. Donc voilà, c'est un lieu de rencontre des geeks de toute cette communauté-là. Voilà, donc petit clin Et qui d'œil. au sens très large du terme en plus. C'est vrai que là-bas, ça fait écho à la culture jeux vidéo, musicale, Ouais. jeux de société, encore une fois, bande dessinée, bouquins, de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a du Lovecraft, il y a de tout comme référence dans ce bar et c'est vrai que c'est très très sympa de le voir en petit caméo ici. Donc si, oui. Ma déception d'ordre général, puisque tu posais la question, elle est c'est sur le même rapport que ce que je disais au sujet de la politique, au sujet de ce que raconte le film. Si je compare à Terminator 2, par exemple, le pas de destin, mais ce que nous faisons, et le changement de paradigme de Sarah Connor à la fin, qui dit mais si peut-être maintenant je vois l'avenir avec espoir, on peut faire quelque chose, donc pour la première fois je prends la route et puis après ça toutes les suites de Terminator n'ont fait que piétiner parce que dans le Terminator 3 il y a un nouveau Terminator qui arrive et qui dit le jugement dernier a seulement été repoussé, on ne peut pas l'annuler et là je me suis dit non mais c'est bon ils ont ruiné la franchise ils sont vraiment ils ont vraiment foutu par terre et du coup
Comme tu disais, et je pense qu'on avait déjà eu la remarque, c'était sur Star Wars, tu sais, tu te disais en fait, même si on sauve la galaxie, finalement, 20 ans après, bah, il peut y avoir un nouvel empire qui débarque, et ben, donc la galaxie est toujours pourrie jusqu'à l'os, il y a toujours des gens les rebelles se font toujours chasser, etc. Ben là, le principe même scénaristique, je me dis quel serait une vraie fin positive du Visiteur du futur, et en même temps, à l'heure actuelle, avec le changement climatique, avec tout ce qu'on nous prédit à 20 ans, même à de plus en plus tôt maintenant, c'est difficile hein, d'envisager le futur de manière positive. Hein. Moi, je comprends à l'inverse, faire un film politique dans lequel on dirait oui, mais il y a une solution miracle, il suffit d'un type qui revient du futur pour que tout s'arrange. Sans doute que ça se passerait pas comme ça, parce que si quelqu'un était venu prévenir la pandémie du futur, qu'est-ce qui serait passé? C'est-à-dire exactement ce qui s'est Probablement rien. passé. Personne n'aurait rien fait. Ils auraient dit mais non, non, tout va bien, tout est sous contrôle, pas besoin de masque, etc. Ouais, c'est un petit virus en Donc voilà, Chine, il n'y a pas de problème. Oui. exactement. On a des masques. Donc voilà, c'est un débat même que j'ai interne. Voilà, d'un côté, j'ai envie de dire il n'y a pas de message politique, et de l'autre, je me dis oui, ben en même temps, je le comprends. Parce que C'est un peu la quel merde. pourrait être Il la n'y a pas de merde. message politique aussi, parce que finalement, ils ont l'air d'être très contents de leur futur. Soit parce qu'on voit, ils se retrouvent au bar entre potes. La nourriture, quand Alice arrive et qu'elle dit, mais c'est de la bouffe ça, il a l'air de dire, ouais, mais ça, c'est de la très bonne bouffe aussi. Et ils n'ont pas l'air d'être tristes de ça, ni de faire un deuil finalement du monde d'avant. Si ce n'est qu'on se fait traiter de gros bobos du 21e siècle, mais ils n'ont pas l'air tristes de cette situation. Ils en ont l'air plutôt heureux, contents, et s'y sont faits à cette vie-là. Et ils n'ont pas l'air finalement de vouloir changer leur vie. Ils veulent changer l'avenir de l'humanité pour éviter une éradication, pour éviter qu'en effet tous les humains et tous leurs potes finissent par mourir 500 ans après. Mais en soi, ils veulent pas changer leur futur, enfin leur présent à eux plutôt que notre futur, leur présent. Il n'y a pas de volonté propre de le changer, juste d'éviter une apocalypse, quoi. Mm. Et effectivement, là, je te rejoins sur Greg sur cette fin. Encore que ça, il y a une petite lueur d'espoir en se disant si j'ai réussi à en changer un, combien, est-ce que j'arriverai à en changer d'autres, voilà, en se disant Oui, ça peut s'améliorer. Mais c'est vrai qu'une fin un petit peu plus positive à la solarpunk, alors je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, c'est un peu l'inverse du cyberpunk. d'accord. C'est-à-dire que c'est un futur en fait où il y a des arbres À partout. l'énergie solaire. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des grandes villes en béton, en néon, qui se passe qui se passe la nuit, etc., c'est l'inverse. Mm. C'est le jour. Il y a des arbres partout sur tout le long des routes, sur les bâtiments, etc. C'est un futur, Mm. une autre possibilité de futur, quoi. Et Mm. c'est vrai que c'est un type de futur qu'on ne nous montre pas assez souvent et qui pourrait peut-être nous redonner un petit peu d'espoir par rapport à tout ça. Ouais. Dans ce cas, effectivement, c'est peut-être ça qui manquerait au film. On présente Alice comme étant membre, et là pour le coup c'est aussi un caméo avec le monde à l'envers, donc les deux qui sont avec elle, la petite blonde et le brun là, qui se font mettre en tôle au début, parce qu'ils ont essayé de faire une manifestation, ou enfin d'empêcher une conférence, de faire passer un message, et c'est vrai que s'il y avait eu plus de personnes entre guillemets, dans le camp d'Alice au départ, et qu'ils s'étaient tous levés à la fin du film avec un peu d'espoir, ou avec, voilà, qu'on avait senti que ça allait au-delà du simple personnage principal, ou de une dans le camp des ennemis, il y aurait peut-être eu une note encore plus positive, et peut-être plus engageante, pour ceux qui iraient voir le film, et qui verraient comme un message d'espoir, une manière d'essayer d'améliorer le futur. Ça, c'est Adam, pour moi, certains défauts du film, c'est qu'on manque un peu de profondeur. C'est-à-dire qu'on est Mhm. sur du grand écran, et contrairement à une série ou une web série, on va pouvoir développer un fond politique ou non derrière sur plusieurs épisodes et faire développer les pensées des personnages. Là, on est sur un film, c'est du début à la fin, et la fin, c'est la fin, point. Ça Mhm. manque de profondeur là-dessus. Ça a été mon premier ressenti en sortant. Même si on a envie de le défendre corps et âme parce que c'est une belle adaptation et c'est une belle évolution de le voir au cinéma, il manque quand même un poil de profondeur et un poil de développement pour un film qui est censé se suffire justement à lui-même. Mhm. et je pense que c'est Voilà sur ce mot notre que message voilà, ce sera le mot à de la François fin Descraques. et on va passer à la partie des recommandations du week-end. Alors, Marie, veux-tu commencer? Veux-tu ouvrir les hostilités? Ah, bah, je peux commencer.
Moi, je sortirai un peu des sentiers battus. Je vais vous parler d'un jeu de société. C'est vrai que j'en ai parlé deux, trois fois. C'est mon dada, entre autres choses. J'aimerais vous parler de Ibris. Alors, quand je ne peux pas partager mon écran, j'ai fait un truc extraordinaire qui s'appelle une impression. Montrer comme proprement de la caméra à quoi ressemblera la boîte de jeu. D'accord. Je vous montre la boîte de jeu comme ça en imprimé, tout simplement parce que c'est un Kickstarter. C'est du franco-français. On est sur une production 100% française, hein. C'est un studio qui se trouve à Angoulême. Ça a été financé par Kickstarter. Ça a commencé il y a 2 ans, le plan de financement. Ils ont pris un peu de retard parce qu'il s'est passé un petit truc en 2020 qui a T'inquiète causé pas. de nombreux retards sur quelques petites choses, hein. Voilà, ça a été un peu des bâtons dans les roues pour eux. Mais ça arrive, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année en version physique. Et on vous C'est un mettra jeu le de lien dans la société description. avec grand plaisir, il faut y aller. Ce jeu de société est développé par Aurora Game Studio, donc c'est un petit studio à la base de jeux vidéo, mais en fait qui est très pluridisciplinaire, qui se trouve à Angoulême. Ils font tout maison, que ce soit, ils ont des illustrateurs maison, ils ont tout qui est fait maison chez eux. Alors c'est à la fois une très grande qualité, mais aussi un grand défaut dans le sens où du coup tout prend du temps. Parce que là où on pourrait mettre plusieurs personnes de front, c'est bah voilà, c'est chaque chose en son temps aussi. Et c'est son créateur, Damien Chauveau, que je vous invite fortement à essayer de rencontrer. Il est un peu sur les salons, il est à son studio et il ne fait que très bien vendre son bébé parce que c'est assez extraordinaire, que ce soit pour les passionnés de jeux de société qui aiment le défi ou simplement qui aiment passer du bon temps, parce que c'est accessible à tout le monde. On est sur un truc où quelqu'un peut à la fois être grand stratège et essayer de calculer 5 coups à l'avance, ou quelqu'un qui va rien calculer et juste vouloir s'amuser et aller au feeling, ça va marcher pour tout le monde. Et voilà, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est qu'on est sur une belle production, un Kickstarter qui a fonctionné. Et c'est assez rare de voir des studios français mettre autant de cœur dans un projet et surtout réussir à aller au bout du projet. Donc je leur souhaite que le meilleur. Et surtout, rencontrez-les, essayez d'y aller, essayez de tester. Ne serez pas Eh ben, déçus. c'est raccord dans les productions franco-françaises, on est raccord aujourd'hui. C'est ça, Et, exactement, c'est dans le thème. Et et, toi, et Greg? toi, alors Ah, moi, bah, vas-y, je te tiens, laisse faire la je vais tienne. commencer. Bah, moi, je l'ai donné en début d'émission, c'est de regarder Super Hero Hangover et plus largement voilà, le Golden Show parce que c'est vraiment là-dedans qu'on retrouve tous ces acteurs, toutes ces productions, un nouvel état d'esprit français et c'est vraiment plaisant, c'est rafraîchissant et ça montre qu'on n'a pas besoin d'aller voir forcément ailleurs bah, pour trouver des bonnes choses et qu'on sait produire ça chez nous. Voilà, Oui, et puis réalisé par, on est complètement au sujet, hein, réalisé par François Descraques, hein, déjà à tout à l'époque. fait. Et moi, donc, je vais vous recommander. Alors, j'avais déjà parlé de la BD Bonbon Super. Depuis, à un moment donné, sur Twitter, j'ai eu des suggestions comme ça. Ça m'est arrivé, moi, de faire des petits dessins Dragon Ball, Senseiya. Et puis, il y a j'ai redécouvert un auteur qui le fait très bien, Saïd Sassine. Bah, du coup, je vais faire comme vous. Je vais essayer de vous montrer mon écran de portable. Est-ce que ça marche? Oui, Oui. recule un tout petit peu. Presque. Ouais, c'est Recule un très tout Ah, bien. ça petit va, peu. c'est bon, on est Voilà. Voilà. dedans. Ah Hop. oui, j'ai vu Alors, passer il y attends, a pas longtemps sur mon fil ce dessin. est-ce que j'arrive à remonter? Pile. Ouais. Voilà, je dirais qu'il n'est pas dans l'imitation. Il fait du Senseiya, mais pas que. Il fait du Dragon Ball. Il reprend des scènes iconiques comme ça, mais vraiment dans sa manière de coloriser bien à lui. Et donc, ben voilà, c'est un auteur français. On est vraiment dans Bon, la recommandation franco-française. Moi, je lui souhaite beaucoup de réussite. Et puis en plus, donc, il le publie sur Twitter, sur Instagram, bien entendu, mais également, il fait les dessins en direct sur Twitch. ah bah, Je on suis pas mettra. encore allé voir les lives, mais voilà, pour moi, c'est un auteur, un auteur à suivre, hein. Très Absolument. bien. Bah écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir passé ce dimanche après-midi en ma compagnie, en la compagnie de tous nos spectateurs, voilà. Mhm. Et je vous dis à Bah, très bientôt merci à vous deux. dans un Merci futur pour l'invitation. proche, Merci je Cowboy l'espère. Étoile aussi. Merci à Merci Cowboy Kobaye pour la Étoile, participation. merci Marie, et au plaisir de te retrouver avec nous. À très bientôt. Bah oui, à Ciao, tout ciao. bientôt. Salut! Au revoir.